Bonsoir, restez avec nous ce soir car Picardie Première va vous faire découvrir la musique et le chant arabo-andalou. Nous avons rencontré Nadir Marouf à Vers-sur-Selle, un spécialiste de cette discipline, non seulement dans l'étude, mais aussi dans la pratique. C'est toujours le même thème. Ce soir-là, je n'avais Dieu que pour cette belle jeune fille, puisque je suis amoureux, je suis condamné à être amoureux, je voudrais en guérir en quelque sorte. Donc, ce qui fait qu'il y a un discours qui est à la fois un discours du désir, mais aussi un discours du renoncement. Peine de cœur, dilemme d'amoureux, à cette époque médiévale au Maghreb, on chante essentiellement l'amour au son du luth. Mais parfois, ce thème, au travers des chansons, devient l'outil d'expression du mécontentement. Il arrive souvent que la poésie amoureuse ne serve de camoufler à des revendications plus sociales, ou des questions de manants et de faibles, ou de justice et d'injustice. Alors évidemment, et tout est dans l'allégorie. La seule forme d'expression de ce cri de contestation, c'est la forme amoureuse, la poésie érotique. La musique s'apprenait en famille par un apprentissage traditionnel. Le père de famille mélomane transmettait son savoir musical à ses enfants. Côté professionnel, la chanson est le privilège des corporations et le plus souvent les tisserands. L'atelier de tissage était à la fois le lieu de la fabrication du produit ouvré, et après le travail, c'était le lieu de l'initiation musicale. Tant et si bien que la terminologie qui est utilisée pour l'ouvrage artisanal sert également pour désigner un certain nombre d'objets. Par exemple, le tar est à la fois un terme utilisé dans la musique et utilisé dans l'ouvrage. Dans les années 20, des revendications modernistes soufflent sur la musique andalouse. Le piano rejoint la gamme des instruments traditionnels du monde arabe, comme le luth et la cuitra. Nadir Marouf est enseignant-chercheur en sociologie à l'université d'Amiens. Parallèlement à son travail universitaire, il a créé il y a 2 ans un séminaire en ethnomusicologie méditerranéenne. Recherche, colloques, publications alimentent cette structure. Les semaines sont bien remplies pour Nadir et les week-ends très courts. Chaque samedi, il rejoint la capitale où est basé l'orchestre Al-Mao Sili. Je participe aux répétitions tous les samedis. Donc, je suis parisien tous les samedis. Et on fait du travail. On apprend des nouvelles. De temps en temps, on donne des concerts, un peu partout. Il y a 2 mois, Nadir et l'orchestre Al-Mao Sili ont enregistré un CD intitulé Nouba Ramal Maya, un moyen de transmettre aux générations futures cette musique et ces chants d'une autre époque. C'est terminé. Avant de regarder votre journal régional dans quelques instants, on écoute une dernière fois la musique andalouse de Nadir. Bonne soirée à tous. Professeur d'anthropologie juridique dans une université française. Vous êtes également, vous dirigez également un centre de recherche à l'université de Picardie et plus exactement dans l'atelier ethnomusicologie méditerranéenne, si je comprends bien. Alors vous êtes un amoureux de la musique andalouse surtout. Oui. Je voudrais préciser, je dirige le CEFRES, ce centre d'études de formation, qui porte sur des thèmes très différents. À l'intérieur de ce centre, on retrouve cet atelier sur l'ethnomusicologie. Il y a l'ethnomusicologie qui est un peu mon jardin secret, si vous voulez. Hein, voilà. Vous prenez un malin plaisir à travailler dans cet atelier, en fin de compte. Alors quand on revient à vous, cet amour pour la musique andalouse, vous l'avez eu comment? Bah écoutez, c'est une vie un peu parallèle par rapport à ma carrière universitaire. Hein.
Les gens qui me connaissent sur le plan universitaire savent que je suis spécialiste du désert. Oui. Je viens d'une réunion à Biskra où je me suis retrouvé et ne connaissent pas ma vocation intimiste, qui est la vocation musicale. Et ceux qui m'ont connu dans le cadre associatif ignorent totalement ma carrière universitaire. Donc je prends un malin plaisir à fonctionner sur deux casquettes. Ma passion pour la musique andalouse, d'abord ça a été une passion pour la musique d'une manière générale, parce que j'ai commencé très tôt dans la musique classique universelle, parce que j'ai été initié au piano à l'âge de 8-10 ans, ça remonte aux années 48, oui. Hein. Ça ne le rajeunit pas beaucoup. Aux années 48? Moi, non, ça a commencé aux années 48. Moi, j'en ai 67. D'accord. Faut que ça vous étonne. Non, vous faites plus jeune. J'ai 67 ans et je suis né en 40. Donc j'ai commencé très jeune donc le piano. Et puis au début des années 50, mon prof de musique étant parti, je me suis reconverti dans la musique andalouse grâce à une amie de la famille qui m'a initié à la musique andalouse, mais au solfège, parce qu'il y avait des textes de Alexis Chotin, pas Chopin, hein, Alexis Chotin, qui est un orientaliste qui a travaillé sur le Maroc. Et puis il y avait quelqu'un qui est fortement connu par les musicologues algériens et qui a pratiquement essayé de transcrire toutes les noubettes de l'école d'Alger, Jules Rouanet. D'accord. Donc j'ai travaillé un petit peu suivant ces canons un peu et puis je me suis rendu compte que j'étais un peu dans un vêtement que je portais très mal, et je me suis lancé un peu dans la méthode orale, et je m'en porte pas plus mal. Effectivement. Voilà. Alors vous avez lancé une association il y a quelques années seulement. C'était vers la fin 2002, début 2003. Vous avez lancé et créé l'association Radouania, en référence à Cheikh Radouane, un Algérien qui était établi au Maroc. Oui, qui a beaucoup marqué la musique. Oui, Cheikh Radouane Ben Sari, qui est le fils de Cheikh Al-Arabi Ben Sari, qui est un monstre sacré de la musique algérienne, de l'école de Tlemcen, et qui est parti dans les années 57-58 au Maroc pour y rester, et il y est mort, il a habité à Casablanca. Cheikh Radouane était le dernier survivant du congrès du Caire. Vous savez qu'il y a eu un congrès de musique arabe au Caire en 1932, oui. Et pratiquement tous ceux qui ont participé à ce congrès ne sont plus de ce monde. Il est resté le dernier survivant. Et Cheikh Radouane avait chanté devant Keltoum une de ses premières chansons, ce qui a été, paraît-il, quelque chose d'assez phénoménal. Oui. Et puis, Cheikh Radouane il a fait l'objet d'un article qui a été écrit par Henri de Monterland, de passage en Algérie. Il est passé à Tlemcen, et il rencontre un enfant de 14-15 ans en train de chanter parmi un orchestre de gens moustachus qui l'accompagnaient. Il avait une voix absolument splendide. Il y a tout un chapitre qui lui est consacré par Henri de Monterland. Donc c'est un personnage, pour moi, un personnage absolument... Il faudrait peut-être rappeler Henri de Monterland, pour ceux qui ne le savent pas, c'est... C'est un écrivain français des années 20, et qui a écrit un certain nombre d'essais, et qui est surtout connu pour une pièce de théâtre qui s'appelle La Reine Morte. Je ne suis pas littéraire, alors... D'accord. Non, mais c'est bien un peu de remettre juste un peu les choses dans leur contexte, et puis d'expliquer qui est qui et qui fait quoi. Oui, oui. Alors, à travers cette association, vous avez rendu plusieurs hommages, on en parlera dans quelques instants. Oui. Mais avant, vous qui êtes chargé de ce centre de recherche, vous qui êtes amoureux de la musique andalouse, vous qui adorez aussi votre atelier d'ethnomusicologie méditerranéenne, quelle est aujourd'hui, quelle est la spécificité, les caractéristiques de la musique andalouse en France, et son travail, son application? Oui. Bon, vous savez, moi, je suis aussi dans une association à laquelle j'adhère, hein, en dehors de celle que j'ai créée, parce que celle que j'ai créée, c'est beaucoup plus faire des conférences, pour faire des récitals un petit peu pointus. Par exemple, on a fait un récital qui s'appelle Sepharabesque, c'est-à-dire musique judéo-espagnole du Moyen-Âge, croisée avec le zajel, parce que c'est un patrimoine commun et qui s'est différencié au cours du temps. Donc on fait un travail presque de recherche et en même temps de divertissement dans des centres culturels, etc. Alors, il y a en France, je ne peux pas parler de toutes les associations, mais celle à laquelle je fais partie, qui est l'association Al-Mawsili, et c'est une association qui est ouverte aux 3 écoles de musique, Constantine, Alger, Tlemcen. Et ça, on peut le faire en France. Et c'est difficile à faire en Algérie, pour des raisons compliquées. Mais en France, c'est possible parce que nous venons des 4 Orients, comme on dit,
Et nous avons beaucoup de plaisir à pouvoir travailler ensemble et à passer d'un répertoire à un autre, d'un style à un autre. Et je pense que s'il y a un jour une certaine fédération de ces trois écoles, Oui. elle ne peut se faire de l'extérieur. Vous conseillez ça pour les écoles qui se trouvent Je en ne Algérie? conseille rien du tout. Je pense qu'il est prématuré de mettre les trois écoles de musique dans la même moulinette pour en sortir. Mais est-ce que vous quelque chose. pensez aujourd'hui que ce mélange qui a été créé en France est une nouvelle façon d'écrire cette Oui. musique andalouse et de la retranscrire aussi? C'est une nouvelle façon de voir parce qu'on vit dans un contexte diasporal. Et vous savez que la musique andalouse est pour l'essentiel Oui. une musique diasporale, c'est une musique de l'exil. Le thème de l'exil est très très récurrent dans ce patrimoine. Oui. Et là, on se rend compte quand on est dans l'exil à quel point cette musique a un écho sur nous. Et je pense qu'on a beaucoup plus de possibilités de travailler un petit peu en synergie, quelles que soient nos expériences et les lieux d'où nous venons. Quand vous parlez d'échanges et de travail commun, est-ce que par exemple l'école de les orchestres qui travaillent en Picardie, dans la région il n'y a pas d'orchestre. Il n'y en a pas dans le nord de la Là-bas, on France, cultive peut-être? des betteraves. Oh, c'est gentil pour les Picards. Non, aujourd'hui. non, mais les betteraves, c'est très utile. Ah bah non, oui, mais je pour veux le dire sucre. que tout ce qui se passe sur le plan de la... D'accord, mais C'est à vous Paris, vous retrouvez surtout de où? Paris. D'accord, à Paris. Est-ce que l'école de Paris travaille souvent avec l'école de Marseille, qui est très connue également? L'école de Marseille, Oui. je vous parlais de musique andalouse. De musique Bah, andalouse. l'école de Marseille, moi je connais le groupe qui travaille avec Fouad Didi, Oui, Fouad Didi. qui est un ami. Oui, bien sûr, on travaille en... Ah oui, il n'y a aucune Il y a pas de exclusive. frontière. Non, il n'y a pas de frontière, bien sûr. D'autant plus que Fouad Didi lui-même, c'est un garçon très dynamique et il est aussi bien à l'aise dans l'école de Tlemcen, dont il est Oui. issu, que dans l'école d'Alger. Et dans les autres écoles qui existent. Voilà. Alors, dans le cadre des activités de l'association Ardouania, d'ailleurs on en parlera dans quelques instants, là, vous avez organisé en 2005, mai 2006 plutôt, hein, Oui. mai 2006, Le vous avez 5 organisé mai un 2006. hommage. Ouais. Oui, on fait souvent des hommages ou des récitals qui Oui. sont un petit peu dans une ambiance de café-théâtre. C'est pas du tout le grand concert très souvent on Oui. explique au public parce qu'il y a beaucoup de publics qui ne connaissent pas cette musique, donc c'est un peu pédagogique. Et on a fait donc un hommage à Mustafa Skandrani, oui. Allah yarhamou. Et il y a eu deux parties, une partie piano, Oui. à tout honneur, tout seigneur, tout honneur évidemment, et puis une partie haute. Et j'ai fait ça en solo parce que je vous tenais à ce que dans un hommage, on invite les gens. Et quand vous invitez des orchestres, il faut les payer. Et si vous les payez, vous devez faire entrée payante. Et donc, je voulais éviter que les gens mettent la main dans leur poche. D'accord. Alors, j'ai pris le grand risque de faire cavalier seul pendant tout le spectacle qui a duré Et plus à de ce 2 heures. moment-là, personne ne vous paye et les gens ne payent pas leur place. Et on va voir ça en Et image. ça s'est d'ailleurs. très bien passé. Eh bien, tant mieux. On va voir ça en image tout de suite. L'hommage rendu à Mustafa Skandrani. C'était en mai 2006 et c'était organisé par l'association Ardouania.
très beau, hein, vraiment très beau. Là, vous reprenez un peu, vous en parliez il y a quelques instants, c'est un peu l'école tlemcenienne. Ça, c'est un prélude, ce qu'on appelle comment on appelle ça? C'est un prélude à la Touchia Kibira, la grande Touchia de l'école de Tlemcen. Ça s'appelle Mchalia. Mchalia, c'est ça, c'est une espèce d'avant-propos, si vous voulez, non rythmé. Au Maroc, ça s'appelle ça Bouria, c'est même la même situation. Au Maroc, à l'école de Fès et l'école de Tlemcen, ils ont cette tradition, avant de démarrer une Touchia, il y a une espèce d'improvisation comme ça, avec tout l'orchestre, avec tous les instruments, et puis ensuite on démarre la Touchia, la marche instrumentale, quoi. Très bien. Vous voyez. Bon. Alors ça, c'était la première partie. Une deuxième partie était consacrée à l'algéroise, si je comprends bien. Non, ben j'ai fait un petit extrait pour un petit échantillon. J'ai commencé par la Touchia Kbira, puis la deuxième prestation que j'ai faite, c'était la Touchia Maya dans le pur style algérois, mais avec ma petite touche personnelle, quoi. C'est-à-dire, bon... et bon, je ne sais pas si on aura l'occasion de la faire écouter au public. Et puis la troisième partie que j'ai faite au piano, c'est une autre Mchalia et Touchia dans le mode Raml al-Aishia, pardon, qui n'existe pas à Alger. Hein. C'est une Touchia qui existe à Tlemcen. Non, mais en parlant de cette touche à vous, hein, il faut savoir que l'école, enfin l'association des Beaux-Arts, l'association des Beaux-Arts a travaillé sur un Noub Tarram. Oui, la nouba existe. Non, excusez-moi, c'est la Touchia. Il faut faire un peu la différence. Non, la Touchia, c'est une suite instrumentale qui précède la nouba. Voilà, la nouba, si vous voulez, elle est constituée de 5 mouvements. Il y a des chants qui sont exécutés dans le premier rythme qu'on appelle Msaddar. Ensuite, il y a le deuxième mouvement qu'on appelle Ptayhi, troisième mouvement Darj, quatrième mouvement Saraf. Et cinquième mouvement, khlas. Donc il y a un crescendo, un peu comme dans la musique classique. Hein. D'accord. Mais avant le démarrage de la nouba proprement, il y a toujours ce qu'on appelle une touchia. Hein. C'est une exécution musicale, uniquement instrumentale, qui est rythmée, soit sur un rythme bashraf, soit sur un rythme qsid, soit sur d'autres rythmes, et qui précède la nouba. Donc la nouba al-Mlachi existe à Alger, bien évidemment. Hein. Je ne veux pas faire une offense à mes amis algérois, mais la Touchia al-Mlachi a peut-être existé, mais elle a disparu. On ne la connaît pas, en tout cas pour l'instant. La Touchia al-Mlachi existe à Tlemcen, comme la Touchia d'Il, d'ailleurs, qui est une Touchia connue à Tlemcen, mais qui est actuellement connue à Alger aussi. C'est la Touchia de Tlemcen qui est reprise dans le deal. Enfin, c'est compliqué, on ne peut pas rentrer. C'est une partie de la musique andalouse. C'est vrai qu'on entrera dans ce débat une prochaine fois. Alors, il faut savoir également que dans ce récital et dans cet hommage rendu à Mustafa Skendrani, il y a une autre partie. Vous chantez carrément. Ah ben, je chante au piano, mais je chante aussi dans la deuxième partie du programme. Bon, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut les deux, non? Ah bah oui. Alors, vous êtes inspiré de quelle école le plus souvent? Oh là là, alors c'est compliqué. Bon, moi, je suis un petit peu un personnage qu'on appelle frontière, pris entre deux écoles. Vous savez, le hasard de étant ce qu'il est, moi, j'ai été amené à commencer dans le classique, la musique classique. Je n'avais aucune acquaintance avec la musique andalouse. Puis ensuite, j'ai été pris dans la musique andalouse, mais dans la version algéroise, parce que j'ai interprété les textes de Rouanet grâce à cette dame qui m'avait initié dans la musique andalouse. Mais Rouanet, c'est l'école d'Alger. Puis ensuite, j'ai ouvert les yeux sur l'école de Tlemcen. C'était la guerre, c'était un moment compliqué. Et puis, je me retrouve à Alger en 62-63, après l'indépendance. Je me suis inscrit à l'association l'association Moursilia. J'étais l'élève de Delhi, c'est là où je découvre Delhi, et puis donc je me suis un petit peu... C'est pas la Moursilia, j'étais à la Moursilia, mais j'étais aussi au conservatoire, où j'étais l'élève de Delhi. Et donc là, avec Delhi, c'était quelque chose d'intéressant, parce qu'on sentait qu'il était à la fois... il incarnait à la fois une démarche qui est celle de l'école de Tlemcen, dont il était l'héritier, et en même temps, c'est quelqu'un qui travaille sur le répertoire algérois. Il était sur les deux registres. Ce qui lui a valu d'ailleurs pas mal de déboires, puisqu'à l'époque, les gens sont très durs et le corporatisme étant ce qu'il est, pour la communauté tlemcenienne, c'est quelqu'un qui a un peu tourné le dos à l'école de Tlemcen. Je ne dis pas que c'était pas le renégat. D'accord.
Mais pour Alger, c'était un peu l'intrus. Mais c'est dans les milieux professionnels que ça s'est passé. En général, il était adulé par le peuple, hein, par les gens, enfin, les gens simples. Mais dans les milieux professionnels, moi, il m'a raconté un petit peu ça. Et ça n'a pas été facile pour lui. Mais je trouve que le personnage de Dali est un personnage très intéressant de ce point de vue. Parce que il a été à cheval sur deux registres, deux esthétiques musicales. Et quand on fait l'histoire de l'art, ou l'histoire tout court d'ailleurs, on se rend compte que les gens qui ont fait le plus avancer les choses, ce sont les gens qui se trouvent dans cette situation limite. D'accord. Eh ben, très bien, on en parlera dans quelques instants, mais avant, tout de suite on retrouve un deuxième extrait de cet hommage rendu à Mustapha Skandrani. C'était en mai 2006 au niveau du Centre culturel algérien à Paris. Allons-y. Voilà, nous en avons parlé il y a quelques minutes, et là on l'a écouté, on vient de le voir en image également, c'est la toucha, c'est ça? La toucha Dram Hachia, oui. T'en as parlé effectivement. Et On là, en a parlé. vous avez sauté, et ça ne va pas plaire à nos amis algérois, la toucha Maya, qui est dans le pur style algérois. Et ben voilà, tant que ça fait plaisir à Tlemcen, la prochaine fois ce sera Alger, et puis une prochaine ce sera Constantine et Anna, pourquoi pas. Alors quand on parle maintenant, cette fois-ci de Abdelkrim Dali, cette fois-ci, Abdelkrim Dali, vous l'avez dit, vous étiez l'un de ses élèves, c'était votre maître, votre enseignant, vous l'avez beaucoup fréquenté, vous êtes attardé, vous êtes un peu penché sur son histoire, sur son parcours, sur sa musique à lui. Quelle est la particularité aujourd'hui de la musique de Abdelkrim Dali? Bon, je voudrais quand même rectifier, je ne l'ai pas beaucoup fréquenté, il ne faut pas exagérer. Je l'ai fréquenté quand j'étais étudiant à Alger, ça c'était entre 62, 63 et 66, quelque chose comme ça. Ça a duré 2 ou 3 ans, donc c'était l'époque où je fréquentais le Mousselia, etc. et le conservatoire. Mais j'ai bougé, j'ai énormément bougé, etc. Donc j'ai été malheureusement quelqu'un qui ne s'est pas stabilisé, si vous voulez, pour faire de vieux œufs dans le cadre d'une association particulière. Mais c'est le peu de temps où je l'ai vu, puis c'est quelqu'un qui est proche de la famille de ma mère. Hein. Il y a quelques atomes crochus, disons, familiaux, selon quoi donc je le connais sous un autre angle, si vous voulez. Et quelles sont les caractéristiques de la musique de Abdelkrim Dali à mon avis, a apporté une sorte d'ars nova, un style nouveau. Oui. D'abord, en ce qui concerne le haouzi, le arabi, c'est-à-dire la musique qui est considérée comme d'un niveau populaire par rapport au classique. Oui. Je ne pense pas qu'il ait modifié de façon fondamentale le style tel qu'il a existé à Tlemcen. Parce que le haouzi, quand on dit haouzi, c'est surtout le répertoire de Tlemcen.
Il l'a tout simplement exécuté sous un style qui était le sien, avec sa tessiture vocale, que personnellement je trouve absolument admirable. Il y a eu deux personnages importants qui ont vécu à peu près la même période, qui sont contemporains, c'est Abdelkrim Dali et Redouane. Ils sont tous les deux nés en 1914, etc. Et c'était deux esthétiques différentes, mais toutes deux d'une très grande originalité, si vous voulez, par rapport à ce qu'on connaissait de la musique auparavant. Donc il y avait une tendance à chanter un peu en chorale, etc. Eux, ils ont introduit un peu le solo Atlamsens, qui était iconoclaste, et les deux voix sont tout à fait magnifiques, mais chacune étant très particulière. Hein. Alors, pour la musique classique, c'est là où les choses sont intéressantes, c'est que lorsqu'il exécute une chanson dans l'andalou pur, etc., il rentre dans les canons de la musique d'Alger, mais il apporte quelques touches qui relèvent de son héritage tlemcenien. Donc c'est ça l'intérêt, si vous voulez, c'est cette espèce de synthèse en quelque sorte. Il respecte la rythmique de l'école d'Alger, mais dans l'intonation, dans tout le fignolage vocal, il y a quelque chose, dans les mélismes, il y a quelque chose qui relève de son appartenance à l'école de départ, qui est l'école de Tlemcen. Que pensez-vous aujourd'hui de la retranscription de la musique andalouse? On va commencer par l'Europe d'ailleurs, parce que vous êtes établi en France. Est-ce que vous pensez que cette musique est bien conservée déjà en France? Et est-ce qu'elle est bien traduite également? Vous parlez de la musique andalouse? Bah oui, musique andalouse, haouzé, arabi, un peu des musiques bon, alors classiques. moi j'ai quand même une petite expérience dans le domaine de la musique, puisque j'ai commencé par jouer de la musique avec un texte, je ne pouvais pas jouer, je ne pouvais pas improviser. Bon, maintenant c'est l'inverse. Oui, tout est possible techniquement, tout est possible, sauf que si on transcrit la musique, notre musique, avec tous les mélismes qui la caractérisent, on va jeter par-dessus bord un certain nombre de détails esthétiques qui font que si on joue cette musique en s'en tenant uniquement à ce qui est sur la partition, il y aura un appauvrissement sur le plan de la richesse. Est-ce que vous êtes pour la retranscription ou pas? Je suis pour la retranscription à condition qu'on... Pour ne pas la perdre, parce qu'aujourd'hui on sait que le patrimoine... Je vais vous répondre de façon très... On n'a plus que 12 nouvelles alors qu'on a je sais il y a quelques années. C'est un débat qui a commencé il y a très longtemps, et c'est le débat des Horaces et des Curias, des nouveaux et des anciens, je sais. C'est une boîte de Pandore. Je vous dis, on peut transcrire cette musique avec la grammaire de transcription musicale telle qu'elle existe, c'est-à-dire européenne, à condition que ce qui est transcrit serve de mémoire, d'archives, pour qu'on ne perde pas pour les générations à venir comment fonctionne une structure d'une nouba ou là d'une mélodie. Uniquement à titre de mémoire. Mais c'est la morphologie, ce n'est pas la syntaxe. Mais pour la syntaxe, il y a énormément de choses que le texte ne vous dira pas. Et d'ailleurs, on est... À ce moment-là, vous êtes pour l'enregistrement? Je suis pour l'enregistrement, bien sûr, mais je suis pour apprendre aux jeunes une technique d'exécution de la musique qui fonctionne sur des règles propres à notre musique. Il y a des règles. Alors là, on est au balbutiement. Hein. Il n'y a pas d'approche systématique. Regardez, par exemple, je vous donne un exemple. Dans le mode Ram el-Maya, dans les pièces de Msaddar Abtahi, essentiellement, vous avez une signature. En finale de chaque phrase, c'est la, sol, fa, mi, ré. La, sol, fa, mi. Vous retrouvez ça quasi systématiquement dans les pièces. On les retrouve dans certaines pièces de l'Hsine aussi, parce qu'il y a des filiations entre l'Hsine et l'Armel-Maya, etc. Bon, donc il faudrait qu'on puisse découvrir ce qu'on appelle des syntagmes, au sens linguistique, des syntagmes qui sont constitutifs d'une structure mélodique ou d'un type de mode. Une fois qu'on aura découvert ces syntagmes, une fois qu'on aura connu leur mode d'organisation structurelle, à ce moment-là, on rentre dans une phase d'apprentissage intéressante. C'est cet esprit systématique. De telle sorte que lorsqu'un jour vous trouvez une pièce où il y a des éléments qui vous paraissent bizarroïdes parce qu'on a fait quelques petites entourloupes, etc., on peut reconstituer le puzzle, un peu comme font les archéologues. Quand il y a une pièce d'un morceau de fraise qui manque, ils peuvent reconstituer la suite uniquement suivant une approche qu'on appelle structurale, enfin peu importe. Ça manque. Si on arrive à travailler la musique suivant cette méthode, on peut parer au fait que ce soit une musique orale. L'oralité n'est pas une tare. Mais si, mais quelque part on va perdre une partie du patrimoine. Elle n'est pas une tare. Parce que aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, monsieur Nadir Marouf, pardon,
que vous êtes d'accord et vous êtes obligé d'être d'accord avec le fait que nous avons perdu la moitié du patrimoine de la musique andalouse. Non, Une partie répète, de Nouvette a été perdue. Si l'écriture sert à conserver... À conserver au moins une petite partie. Oui, à conserver, non, là, on peut des traces de cette musique. Si c'est pour conserver ce patrimoine, contre l'oubli futur, oui. C'est bon. Mais le texte n'est pas la panacée. C'est-à-dire, si vous prenez un texte, vous ne pouvez pas réinterpréter la musique dans l'esprit, dans la lettre. Béla Bartók a fait l'expérience. Béla Bartók a fait l'expérience. Il a solfié les moindres petits frémissements d'une musique qui était exécutée, je ne sais où, en Algérie. Et il a essayé de donner ça à un orchestre qui a exécuté cette partition. Il y avait des Algériens, des musiciens qui sont allés écouter. Il a voulu faire... Il ne se reconnaissait pas dans cette musique. Alors très bien. Peut-être la solution, c'est d'enregistrer et de réécrire. Comme ça, permet il faut déjà d'avoir trouver des une traces. synthèse entre l'oralité et l'écriture. Très bien. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous tout de suite. On va vous faire plaisir. On va faire plaisir à tout le monde, d'ailleurs, à tous les amoureux de la musique andalouse, du Haroubé et du Haouzi, en retrouvant Abdelkarim Dali. On se retrouve juste après. Allons-y. زرت المصطفى شفيعنا نبي العدنان زرت المصطفى شفيعنا نبي العدنان طلبت الله الوحيد الأحد ربي مولايا كتب لي حجيت بالصفا والجود والحسن كتب لي حجيت بالصفا والجود والحسن بقينا الولاد بالسلام والدمعة سرايا يما الحنينة لحجة تدعي بالغفران يما الحنينة لحجة تدعي بالغفران والإخلاص صرت رايح على مكة الغالية ركبنا الطيارة وقاصدة جدة في الأمان ركبنا الطيارة وقاصدة جدة في الأمان لحقنا جدة مع الصباح مهني بهنايا نشكره بالحمد ربنا الحنين الحنان نشكره بالحمد ربنا الحنين الحنان ريحنا ذاك اليوم وحرمنا في العشية ركبنا السيارة وقاصدة مكة والمكان ركبنا السيارة وقاصدة مكة والمكان طفنا بالكعبة وسعينا والطواف معايا ومقام الخليل صاحب الرقية والبرهان وفي مقام الخليل صاحب الرقية والبرهان طلبت الغفران من الله يسمح لي الخطايا بمحان شواقي دمعتي تسري من الجفان بمحان شواقي دمعتي تسري من الجفان الله أكبر ليه الحمد وفاد وعايا أرواني من ما بيرزمزم وانا عطشان أرواني من ما بيرزمزم وانا عطشان
صلاة الفجر والأذان في الصبحية وقفوا للحجاج ماشية في زناق وطرقان والحجاج قفوا ماشية في زناق وطرقان وندخلوا متزاحمين فضل الإيمان قوية والمسجد زاهر بالصلاة رجال ونسوان. Alors, c'était la voix de Abdelkarim Dali, Oui. c'était même l'image d'Abdelkarim Dali. Vous êtes très touché hein, par... Je suis touché parce que je vous remercie d'avoir nous avoir écouté cet extrait de chant d'Abdelkarim, parce que vous n'ignorez pas qu'il est mort un 21 février 1978. C'est dans quelques jours l'anniversaire. Nous sommes le 14 février, donc nous sommes à une semaine de la date de sa mort. Donc c'est pour ça que je souhaiterais personnellement qu'il y ait un jour une grande émission sur son œuvre, et je serais tout à fait heureux d'y participer. Voilà, je vous le dis. Maintenant, ce que vous venez d'écouter, vous voyez, ça c'est un genre, ce qu'on appelle une rihla, parce que là c'est un texte de lui, c'est son chant, là, hein, c'est pas dans le répertoire du Hawzi ni du Arabi. Et ici, il s'inscrit dans la tradition du goubahi, hein, du melhoun marocain, parce que c'est le goubahi, c'est un rythme qui nous vient du Maroc. Et voilà, donc c'est une rihla, c'est un des textes les plus tardifs, parce que c'est avant... C'est laquelle des écoles qui travaille le plus sur le patrimoine de Abdelkarim Dali, sur le travail qui a été déjà effectué d'Abdelkarim Dali? Alors, je n'en sais rien, non, je pense pas, je pense que les gens butinent sur tel ou tel... Vous savez, on a connu des maîtres, et puis ces maîtres nous ont marqués, alors il y en a qui sont un petit peu sur la trace de l'un ou de l'autre. Oui. Moi-même, par exemple, souvent, on me dit que j'ai tendance à chanter comme Abdelkarim Dali, mais je pense que c'est une tessiture vocale. C'est vrai qu'il a peut-être m'influencé pour certaines pièces, mais il m'arrive aussi d'être plutôt marqué par Ardouane, parce que j'ai écouté d'Ardouane certaines pièces que je n'ai pas entendues d'autres. Vous savez, c'est comme une empreinte qui reste en vous. Vous ne pouvez pas, donc vous lâchez. Quelle est l'école qui vous marque le plus alors aujourd'hui, vous, en tant que personne? L'école qui me marque le plus, oui. C'est-à-dire, vous parlez de l'école. Nadir Karouf, vous, en tant qu'amoureux de la musique. Moi, je suis très boulimique, parce que je suis amoureux de l'école de Tlemcen quand elle est bien exécutée. D'accord. Parce que c'est pas toujours le cas, malheureusement. Je suis amoureux de l'école d'Alger, mais j'ai un goût très, comment dirais-je, un peu vieillot. Moi, je suis resté sur les traces d'Abdelkarim, de Hammam al-Achour, des anciens, quoi. D'accord. Bon, il y a une esthétique nouvelle qui se fait jour, c'est normal, on évolue, mais on place très souvent les voix sur les gammes du haut. On considère que plus on chante dans les aigus, plus on est dans les canons de l'esthétique, et on a littéralement abandonné tout ce que la voix grave, pleine, peut apporter de nouveau. Mais je ne peux pas juger, parce que ça c'est un phénomène de l'évolution des temps. Je suis plutôt quelqu'un qui a gardé encore l'influence des styles des années 50. Nadir Karouf, cette fois-ci, quand on revient à l'école, à l'université de Picardie, et plus exactement à l'atelier, au niveau de l'atelier d'ethnomusicologie méditerranéenne, quels sont les travaux réalisés sur place? Oh, écoutez, vous savez, on a fait on fait quelques recherches, on invite des spécialistes. J'ai organisé un colloque dans le cadre de mon laboratoire français. Je l'ai organisé ici au musée du à côté du musée du Bardo, oui. L'ancien CRAP, je ne sais pas comment ça s'appelle, le centre des recherches ethnographiques, paléo, etc., qui était dirigé par d'ailleurs Nordin Saoudi, que je salue s'il nous entend ce matin, et qui est lui-même un grand musicien, qui a dirigé pendant longtemps le Saint-Doucia, mais qui est géologue, qui est directeur. Ouais. Donc, vous voyez qu'on peut être universitaire et être musicien. On a organisé ce colloque sur les structures et la vocation de la musique andalouse, avec beaucoup de monde, des gens qui sont venus de Pays-Bas, qui sont venus de France, qui sont venus de partout, qui connaissent ce patrimoine. Et on a organisé d'autres rencontres à Lille sur le chant arabo-andalou, qui a fait l'objet d'une publication à l'Harmattan. C'est dommage que ce livre ne soit pas disponible dans les librairies à Alger. C'est là. Et tout récemment, j'ai fait un article d'une trentaine de pages sur la structure de la musique de la Sana'a, structure de la Sana'a, qui est apparue dans Dar al-Gharb. Bon, c'est un petit opuscule qui était en vente dans les librairies ici à Alger. Bon, à part ça, il y a ici ou là quelques articles qui sont faits et qui portent sur telle musique. Si vous voulez, moi, la problématique dans laquelle je m'inscris
qui ne concerne pas strictement le domaine musical, mais qui est transposable dans d'autres secteurs de connaissances, c'est ce que j'appelle l'articulation entre la norme et la marge. C'est-à-dire que la norme musicale, en l'occurrence, elle prescrit des règles qu'il ne faut pas transgresser. Oui. Les règles de rythme, la structure rythmique, les règles de préséance, d'un passage à l'autre, etc. Bon, ça c'est le prescriptif. Mais il y a toujours eu dans l'histoire, dans la longue durée, des petites transgressions à la norme, mais ce qui fait que ce sont des transgressions qui ne sont pas des transgressions inutiles. Ces transgressions s'inscrivent dans des interstices possibles. Et on retrouve cette problématique de la norme et de la marge, qui est d'ailleurs un phénomène de régulation dans le droit. Chez nous, dans le droit musulman, il y a ce qu'on appelle le traité des ruses, le hiyal. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà la loi, maintenant toute la science juridique, toute l'astuce juridique, c'est de trouver des interstices qui vous permettent de contourner la loi, tout en restant, en quelque sorte, dans un système de régulation. Vous n'êtes pas hors la loi. Vous pouvez transposer ça dans le domaine de la sociologie urbaine. Hein. La norme urbaine, c'est l'institutionnel, aller aux frontières de l'interdit quelque part. Et puis la marche, c'est les gens les laisser pour compte. À un moment donné, ça bouge. À un moment donné, c'est insurrectionnel. À un moment donné, on fait peur. Et la norme va se réformer, mais tout en gardant le cap de sa normalité. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un paradigme explicatif pour toutes les disciplines, et on l'applique dans le domaine musical, et on se rend compte que si cette musique a pu traverser les siècles, depuis Zériab jusqu'à nous, en dépit des variations que l'on peut imaginer, eh bien c'est grâce à ce principe de régulation entre la norme et la marge. Mais si cette musique devait être fixée une fois pour toutes, elle aurait été brisée depuis très longtemps. Eh bien, très bien, merci à vous. Merci beaucoup, merci Nadir Marouf. Rappelons-le, vous êtes professeur d'anthropologie juridique, d'anthropologie du droit, si on peut dire ça comme ça, dans une université française. Vous êtes également, vous dirigez un centre de recherche à l'université Picardie. Alors, et vous êtes un amoureux, un fervent supporter et un fervent amoureux de la musique andalouse, d'Abdelkrim Dali. Vous avez monté votre association, l'association Ardouania. Une activité, un prochain projet pour l'association? Nous avons réalisé une série d'enregistrements, des coffrets, des anthologies, etc. Puis on fait surtout on fait un travail de conférences, d'animation culturelle, voilà. Et ben voilà, on espère vous retrouver très bientôt, pourquoi pas. Voici avec nous. Quant à nous, on se dit déjà au revoir. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain, même heure, même chaîne, de 8h à 10h sur Canal Algérie. Où que vous soyez, n'oubliez pas, vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous. Deuxième partie de cette émission, nous aurons rejoint Nadir Marouf, professeur à l'université d'Amiens. Vous êtes spécialiste du monde rural et des écosystèmes désertiques, hein, donc vous êtes un expert du désert. Et avec vous, on va parler dans une seconde de la nécessité de préserver certaines cultures singulières, notamment dans le sud algérien et dans le désert algérien, que vous connaissez bien. Et Caroline Collard, élève de terminale dans un lycée de Compiègne, et vous êtes membre du jury d'un prix littéraire qui est décerné par les lycéens de Compiègne. Et derrière cette opération, il y a la volonté de sensibiliser les élèves que vous êtes à la littérature contemporaine. Nadir Marouf, pourquoi y a-t-il nécessité de préserver ces cultures singulières qui sont par exemple incarnées par les Touaregs dans le sud algérien? Moi, je pense que toute initiative qui consiste à sauver Moïse des eaux, excusez-moi cette expression, on parlait tout à l'heure de Bible, est une initiative tout à fait heureuse, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'un pays comme l'Algérie, et au-delà de l'Algérie, un pays comme le Maghreb, recèle des trésors inouïs en ce qui concerne le patrimoine. Le Maroc a déjà commencé il y a bien longtemps à faire un travail de recension des cultures locales, notamment de tradition orale. Ça fait au moins une trentaine d'années qu'ils l'ont fait avec des ethnologues, des caméramans, etc. etc. Il y a un travail immense qui a été fait. En Algérie, on est encore au balbutiement. Donc je suis tout à fait favorable à ce genre d'initiative. Professeur, quel est le risque pendant 30 ans, vous avez étudié ces zones arides. Quel est le risque entre ces cultures, et, enfin, dans la confrontation entre ces cultures et le pouvoir central? Oui, alors moi, si vous voulez, je n'ai pas étudié la musique traditionnelle touareg. Hein. J'y ai été invité, je pense, parce que au cours de la dernière partie de ma carrière,
je me suis davantage préoccupé d'ethnomusicologie, et moi-même étant musicien, donc je pratique. Mais dans le contexte, dans le contexte, je pense que, ayant travaillé sur les Touaregs au début des années 70, dans une approche comparative avec d'autres milieux désertiques, il se trouve que ce patrimoine musical appartient à une société qu'on appelle la société d'en haut, la société aristocratique, les fractions suzeraines, si vous voulez, de la société touareg, et que cette musique avait sens par rapport à cette hiérarchie sociale qui était essentiellement axée sur le commerce longue distance avec les autres pays du Sud, et qui était donc fondée sur le socle de la mobilité, du nomadisme. Mais c'est une culture sédentaire, puisque c'est une culture qui était dévolue aux femmes qui, elles, en général, restaient au campement. Donc elles étaient un peu les détentrices du patrimoine, de l'éducation des enfants, etc. etc. Et on a souvent dit, répété, martelé, et les spécialistes de l'IMZ l'ont souligné, que cette musique ne doit pas se limiter à sa dimension strictement sonore. Alors vous venez de prononcer un mot, hein, l'imzad est cet instrument de musique qui est une calebasse à cordes uniques, et dans cette nécessité de défendre les cultures du désert, notamment touareg, Farida Sellal a fondé une association qui est Sauver l'imzad, et là on est dans l'illustration finalement d'une préoccupation que vous avez plus largement, c'est-à-dire que dans le désert algérien, il y a un regard du Nord ou une décision du Nord, d'Alger, hein, qui ne tient pas forcément compte de l'humain qui est sur place, mais qui a plutôt tendance à plaquer des schémas d'organisation. Alors, si vous voulez, je voudrais quand même expliciter ma position pour ne pas avoir l'air d'aller à l'encontre d'une initiative que je salue, et je suis partie prenante de cette initiative, et comme toutes les initiatives de ce genre qui se passent dans les régions plus septentrionales. Ceci dit, je crois que pour pérenniser cette initiative, il faut faire très attention. Il ne faut pas travailler sur les symptômes, il faut travailler sur le syndrome, si je peux m'exprimer une terminologie médicale. Donc finalement, on peut s'intéresser à un instrument de musique, mais il faut d'abord voir... Oui, cette société aristocratique qui a été porteuse de cette musique, évidemment, les conditions économiques, sociales, j'allais dire même écologiques, de reproduction de cet art n'existent plus, puisque ces Touaregs sont aujourd'hui, enfin les jeunes générations Touaregs sont devenus salariés, restaurateurs, coiffeurs, enfin on les voit un petit peu dans les rues de Tamanrasset, depuis belle lurette, ils sont des citoyens ordinaires, entre guillemets. Or, le problème est de ne pas s'illusionner sur la capacité à reproduire ce patrimoine, y compris dans l'esprit, parce que le reproduire dans l'esprit, ça veut dire vouloir reconstituer le présupposé qui n'existe plus pour des raisons historiques qui seraient trop longs d'expliquer ici. Mais cela ne nous empêche pas de sauver Moïse des Eaux, encore une fois, c'est-à-dire un patrimoine, tout en gardant cette distanciation par rapport à cette musique. Moi, j'aime beaucoup les ménestrels, j'aime la musique mozarabe, ça ne veut pas dire que j'affectionne le retour aux époques médiévales. Donc c'est ça que je voulais dire. Je voudrais qu'on regarde, on a rapidement fait à la façon d'un clip, on a tourné quelques images dans ce colloque pour la défense de cet instrument de musique qui a eu lieu récemment à Tamanrasset. Je vous propose de regarder ces images et d'écouter le discours extrêmement militant de la présidente de cette association qui s'appelle Farida Sellal, et ensuite on essaiera d'élargir un peu à la question culturelle et à la protection de la culture plus généralement. Quelques images de cette rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant à Tamanrasset dans le sud algérien. Préfère à toute voix, préfère avec moi la voix de l'imzad, le violon qui sait chanter. Et ne sois pas étonné qu'il n'ait qu'une corde. As-tu plus d'un cœur pour aimer? Mon imzad à moi, et tout l'espace qui vous appelle. L'imzad représente beaucoup de choses, c'est un symbole. C'est le lien qui relie à travers tant de millénaires qui sont passés, parce qu'on ne peut pas dater cet instrument. Ça va au-delà des siècles, c'est au-delà du temps. Et l'espace qu'il incarne, c'est toute la symbolique qu'il y a autour. Seules les femmes jouent l'imzad. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour donner du courage aux hommes. À travers l'imzad, elle valorise toutes les capacités d'un homme.
Mais pour cela, il faut les mériter. Alors, elle joue l'imzad et les hommes chantent. Ils chantent des poèmes. Ce sont des poèmes d'amour. Au point de vue culturel, l'imzad, je connais très bien la population touareg, il est ancré. Quand on dit que l'imzad est au touareg ce que l'âme est au corps, c'est vrai. C'est un poète d'Idles qui me l'a dit. Et on ne peut pas leur enlever ça. C'est à partir des connaissances les plus anciennes qu'ils soient, bâtir le nouveau. Peut-être que l'imzad va changer, pourquoi pas? Mais on peut y avoir un imzad classique et un imzad moderne. Vous savez, mon rêve, qu'est-ce que c'est? Ça serait vraiment de créer un orchestre d'imzad, un orchestre national d'imzad. Alors, évocation très rapide, donc on a là vraiment un travail qui est quand même, finalement, on lutte contre la mondialisation avec cet instrument de musique qui est extrêmement succinct, même si tous les ethnomusicologues qui étaient présents à Taman Rasset disaient qu'il avait des potentialités extraordinaires. Plus généralement, l'affrontement du Nord et du Sud, en Algérie même, comment est-ce que ça se traduit? Et quel est le risque pour ces populations, notamment celles qui pratiquent encore l'imzad? Oui, alors en dehors de l'imzad, en tant que sujet précis, je pense qu'il y a un rapport nord-sud, sans faire de parodie ni de métaphore, de même qu'on a parlé d'un rapport nord-sud entre les pays du centre et les pays de la périphérie, à l'époque des grandes théories marxistes, on peut dire qu'il y a un rapport nord-sud en ce qui concerne l'Algérie, sans prêter une intention maléfique à qui que ce soit, aux classes politiques dirigeantes. C'est lié à l'histoire. Au moment où, au milieu du 19e siècle et vers la fin du 19e siècle, les paysans du nord, dans la région d'Amétidja, se sont prolétarisés chez les colons, et une partie d'entre eux, à partir du début du 20e, étaient déjà entrés se sont syndiqués à la CGT, pour donner un exemple. À la même époque, les paysans des régions oasiennes, que je connais autant que la région Touareg, en étaient encore à un âge, j'allais dire, paléolithique. Moi, je me souviens, dans les années 70, je posais les questions à des anciens esclaves pour leur dire, vous pouvez travailler, produire votre terre, obtenir votre eau et vous rendre indépendant de votre maître. Ils me répondaient, et je risque de ne pas aller au paradis. Donc on était dans des histoires qui étaient complètement en décalage les unes par rapport aux autres. Et ce problème, il a été en quelque sorte, il est devenu un problème fonctionnel. Lorsqu'on a introduit les tomates dans les années 73, on les a obtenus, c'était un organisme officiel qui les a obtenus à un prix qui était excessivement bas, et il les a vendus à un prix qui était excessivement au prix du marché. De la même manière, ce rapport Nord-Sud vous donne une sorte de condescendance obligée, que ce soit d'abord des experts ou des aménageurs ou de ceux qui viennent pour réaliser des projets. Mais ce ne sont pas du tout des attitudes volontaires, encore une fois. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne dans l'inconscient collectif nordiste, entre guillemets. Alors, est-ce que le travail d'une association comme celle-là, Sauver l'imzad, finalement occulte la nécessité d'un rééquilibrage entre la décision du pouvoir central et finalement l'organisation sociale ou sociétale des populations du désert? Oui, bien sûr. Je crois qu'il n'y aura jamais assez d'associations du type de celle de Sauver l'imzad. Il en faudra le plus possible pour sauver l'imzad, pour sauver la culture de la culture de la pauvreté, parce que cette aristocratie, excusez-moi, j'ai parlé d'aristocratie, mais ça n'a rien à voir avec l'aristocratie dans l'histoire de France. Ce sont des aristocrates qui se sont paupérisés depuis déjà longtemps, hein, qui vivent dans des conditions, vous l'avez constaté vous-même. Donc, réhabiliter cette culture n'est jamais de trop, mais encore une fois, moi je plaide pour une méthode appropriée qui éviterait de folkloriser, qui éviterait de reproduire les clichés et cartes postales, qui éviterait de reproduire cette condescendance paternaliste que l'on a naturellement, du fait même qu'on aille les visiter,
et qui se sentent obligés de nous accueillir, de nous répondre. Moi, si je vais visiter un Amiénois, sans me faire attendre, il me fermerait la porte. Alors, voilà. C'est à suivre et on regardera le travail que fait cette association, dont on parlera dans les mois qui viennent. Mais je pensais aussi au groupe Touareg Tinariwen, et c'est tout à fait, qu'on a reçu dans cette émission, et qui jouait de la musique dans cette émission, et c'était tout à fait surprenant, finalement, de voir ces hommes du désert, enfin, tels qu'on les imagine, avec des guitares électriques. Bon, là, c'est vraiment Mais il faut en parler aussi. Mais il faut en parler aussi, c'est une évolution possible. J'ai connu un homme fabuleux qui s'appelle Bali, qui n'est pas venu au colloque, qui est de la région du Tassili, qui est un merveilleux chanteur, hein, et aussi un conteur. Il raconte, il parle en français, il parle en anglais. Bon, et il a été tellement médiatisé, il a tellement mis sur le podium, qu'il s'est mis à chanter en français. Bon, après tout, vous me direz pourquoi pas. Mais là, maintenant, ça y est, il a été pressé comme un citron, il n'existe plus, il ne fait plus partie des tablettes. Ça s'appellerait presque la Word. Nadir Marouf, chez L'Harmattan, dernière publication pour une sociologie de la forme, mélange Sylvia Ostrovetsky. Ça, c'est un ouvrage que j'ai coordonné. C'est un ouvrage collectif dont vous assurez la direction. Du laboratoire CEFRES, donc il y a bientôt une trentaine d'ouvrages que j'ai pilotés dans le cadre de ce labo. Un mot sur CEFRES Oui, c'est un centre d'études, de formation, de recherche en sciences sociales. Donc il est à large spectre. Et puis à l'intérieur, il y a des projets qui traitent de sujets différents et qui évoluent en fonction, évidemment, des préoccupations des programmes quadriennaux, parce que nous fonctionnons. Voilà. Je voulais vous signaler, c'est arrivé sur le bureau ce matin, édition Tirésias, Les ennemis complémentaires, guerre d'Algérie, Germaine Tillion avec une préface de Jean Daniel, chez Flammarion, Histoire de la guerre d'indépendance algérienne de Sylvie Thénault, c'est chez Flammarion. Conseil de lecture également.